Détroit, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Issu d'une famille qui fricota dans la diplomatie portugaise à Tanger pendant 5 siècles, Tomás Colaçao est quant à lui né à Lisbonne en 1974. Il suivit des études d'architecture en Italie, entre Milan et Venise, obtint un doctorat en Sorbonne en histoire et théorie de l'art et de l'architecture, avant d'entamer une maîtrise à l'école des hautes études en sciences sociales sous la direction de Hubert Damisch, de Jean-Claude Liebenstein et d'Umberto Eco, sur les notions d'espace privé et public dans les collections d'art. Il acheva son odyssée de formation aux écoles d'art Lisboète Arco, où il pratiqua les arts plastiques, la photographie, la sculpture, la peinture, le dessin et la céramique, avec une approche académique, puis à la Mauhaus, où il aborda la conceptualité de front. Artiste inclassable et insaisissable, toute son œuvre, sa vie entière de plasticien et installationniste tourne autour de la notion d'espace. Depuis quelques années, Tomás Colaçao a créé à Lisbonne le Grilo, un lieu à son image qui se décline en résidence d'artistes, ateliers, espaces d'exposition et restaurants clandestins, lieu de fête où l'on croise les têtes couronnées européennes aussi bien que Madonna ou Cristiano Ronaldo. En tant que plasticien dont le travail frôle en permanence le trompe-l'œil, il fut défendu par des galeries londoniennes, new-yorkaises, parisiennes et lisboètes. Mais Tomás Colaçao demeure avant tout un geste, une humeur, entre l'hédonisme et l'insolence, celle de la liberté et le sens du plaisir, ce que, sous d'autres cieux, on appelle l'élégance. Bonjour, nous nous retrouvons maintenant dans une grande maison de la Casbah de Tanger qui avait été anciennement une légation, la légation de l'Espagne, et qui avait aussi appartenu à une des grandes familles patriciennes de la ville, des pachas de Tanger, les Ben Sadek. Tomás, bonjour. Je crois que tu as une grande et ancienne histoire avec Tanger. Bon, personnellement, je crois pas. Oui, enfin... c'est drôle parce que depuis que je suis très petit, j'ai écouté les histoires incroyables, spéciaux sur Tanger, sur le passé, sur tout ce qui s'est passé, même des légendes de famille. Et la raison d'être à Tanger. Et ça, c'est une vieille histoire. Mon père, qui est déjà mort, lui, dès qu'il était petit, il avait les tantes donner un peu d'argent, dire « Ah, ça c'est pour aller à Tanger ». Et lui, il avait une maison, très jolie maison portugaise ici à Tanger, qui a été faite dans le jardin de la maison de son grand-père. Et il avait 2 maisons, une espèce de folie dans le parc. C'est des Masmoudi à la vieille montagne. Et il avait une petite maison très jolie. C'était une maison du nord du Portugal. Il avait une deuxième du sud du Portugal. C'était une façon de, je sais pas, un rappel du pays que son arrière-grand-père avait fait, je crois, ou même avant. Et lui, il avait hérité ça, et la fin de l'histoire, c'est qu'il n'est jamais venu à Tanger. Donc il n'a pas connu Tanger.
Après tout ça, tous ces teasers et toutes ces choses, il n'a jamais venu. Alors, sa mère, donc ma grand-mère est morte. Quand elle était morte, moi j'étais très proche d'elle et de mon père et aussi. J'avais besoin de venir ici. C'était pour voir les choses que j'avais entendu parler, pour les tableaux à la maison, toutes les choses, les tableaux, parce que tout le monde était peintre. Donc il avait des tableaux d'ici partout, et aussi des objets, des choses qui racontaient des histoires que j'avais aucune idée de où était la vérité, où était la légende, justement parce que l'histoire de la famille se mélange avec des légendes que pour moi ça ne me changeait pas la vie. Je fais pas une grande différence entre la légende et ce qu'on appelle la vérité, voilà. C'est ça. Donc ça m'intéressait. Je suis venu à Tanger, là, 25 ans peut-être, pour la première fois. Avec cette curiosité, j'ai trouvé l'endroit impossible, horrible, terrible, pas bien. J'arrivais fin de journée, tout était très très sale. Les gens étaient pas gentils dans la rue, donc. Mais moi, je cherchais des choses. Enfin, c'est une histoire un peu orientaliste, cette idée de. Je cherchais ce que je voyais dans les tableaux et tout ça, et je trouvais rien en fait. Je trouvais très peu de choses. C'était le Tanger des années 90, le creux de la vague. Oui, c'était ça. Et je me souviens la première chose que j'ai repérée, d'accord, c'est parce que mon arrière-grand-père, c'était le baron de Colas et McNamara, lui. Il était peintre aussi, il avait fait un voyage avec le roi Fernando de Portugal, ici à Tanger, au Maroc. Une grande histoire, ils ont écrit un livre, ils ont dit que c'était peut-être le premier livre écrit en portugais, imprimé ici à Tanger. Une vieille histoire de 1800, fin de 1800. Et ce qui s'appelle le voyage qu'a fait le roi Fernando de Saxe-Cobourg-Gotha avec José Daniel Colasso dans le royaume du Maroc, etc. C'est un grand titre. La première chose que j'ai vue, c'était parce que lui, il était peintre. Il est considéré le seul peintre orientaliste portugais. Il n'a pas un deuxième. Il avait quelques-uns qui font de l'orientalisme, mais lui, il était l'orientaliste. Et j'ai vu un talon de quelqu'un dans une babouche d'un monsieur assez âgé ici. Et là, j'ai dit, c'est comme dans les tableaux de mon arrière-grand-père. Voilà. C'est la première chose que je me souviens de voir comme image. Et après, c'était les pauvres chevaux à Argila. Et après ça, j'ai vu aussi, c'était le point de repère de l'orientalisme, des choses un peu spéciales que j'avais reçues depuis mon enfance. C'était ça. C'est ce baron de Colasso qui s'installe en premier à Tanger. Non, pas du tout. Il était déjà. Ça fait partie de la légende. La légende, c'est énorme, je ne veux pas raconter. Mais ça commence dans la bataille des Trois Rois, ce qu'on appelle la bataille de Xalquir. Alors, ils disent que le roi Sébastien. Alors là, on est quel siècle? C'est le 16e siècle. C'est 1500. Comment est-ce qu'on est français? 78. Et c'était ça la bataille, l'histoire, la légende de la famille Colasso, c'est ça. La bataille était perdue, tout le monde allait mourir parce qu'il avait, c'était trois rois, c'était les deux rois ici qui étaient cousins entre eux, ou frères, je ne suis pas sûr. Et le roi Sébastien du Portugal, qui était solitaire, il n'avait pas de frères et sœurs, il n'avait rien d'autre que lui-même. Il allait perdre un royaume. Alors, toute la grande noblesse portugaise était ici, et tout le monde allait mourir pour se battre. Le roi a dit allons mourir, et quelqu'un, ça c'est l'histoire que j'ai écoutée, et quelqu'un a dit non, mais pas toi, parce que tu n'as pas le droit, tu es le roi du Portugal, tu ne peux pas mourir, tu dois rester en vie. Nous allons mourir, mais pas toi. Alors il était obligé de partir du champ de bataille en vie. Fin de cette partie de l'histoire, et après la partie que c'est historique, il a des documents sur ça, c'est que le roi Sébastien a disparu. Au Portugal, il est nommé le Désiré, parce que tout le monde l'attendait. Il ne venait pas, mais il va venir dans une matinée de brouillard avec son cheval et tout ça. Alors, il est disparu,
et la légende disent qu'il a resté au Maroc, enfin il a fait un tour, mais il a resté au Maroc. Il a eu de descendance et quelqu'un a été mis à mort à sa place. C'était son homme de confiance qui avait le même âge que lui. C'était son frère de lait, c'est-à-dire le fils de la nourrice. C'est Colate, ça avait le même lait, Colate. Et ça vient, le frère Colasso, c'est l'origine du nom. Ça veut dire que c'est le même lait. Ils ne sont pas frères du tout, c'est même de différentes conditions sociales. Et voilà. Et alors, lui, il est mort pour lui. Alors, Sébastien était très triste avec cette histoire. Lui, il a dit, il a eu de descendance, le roi Sébastien, il a eu de descendance avec la fille du sultan. Et il a dit, je n'ai pas de nom à donner à ma descendance, je vais donner le nom de celui qui est mort pour moi, Colasso. La partie historique, c'est que depuis, 2 ans plus tard, après la bataille, c'est 1580, dans les archives de la cathédrale de Tanger, il a le premier Colasso qu'il a enregistré. Et après, tous les Colassos sont devenus des représentants du Portugal ici. Et ils disent aussi, enfin c'est ma grand-mère qui me dit ça, que c'était les premiers qui étaient installés en toute l'Afrique entière. La première famille qui était installée en Afrique, famille européenne, parce qu'en fait, il y a des registres des gens, des Colassos qui étaient ici déjà au fin 17e, début 18e. C'est quand on connaît l'histoire. Enfin, c'est une grande histoire. J'étais obligé de l'étudier parce que les gens me demandaient, et moi je savais pas, enfin je savais des bribes, et des choses que ma grand-mère racontait vaguement, et ça me faisait rire, j'aimais, je trouvais ça, c'était intéressant. Après, là, l'autre côté, c'est le frère de ma grand-mère, qui s'appelle Tomás Colasso aussi, qui était, lui, il était dramatique, il a écrit beaucoup de livres. Et lui, il raconte cette histoire et il a dit, je vais raconter l'histoire secrète de ma famille, que passe de père à fils, que je raconte jamais, mais maintenant c'est la fin de la monarchie au Portugal, donc je veux le faire, personne ne veut être roi du Portugal, donc il n'aura pas de problème. Il raconte l'histoire. Au début de 1910, au début de la République au Portugal. Et il lui raconte ça, il dit que, et en fait, le sultan donnait toujours un cheval avec les harnaches de brodé en or et de très bons chevaux à l'aîné Colasso qui naissait. Et après, la maison était aussi collée avec la maison du sultan, que c'était un privilège aussi royal. Donc, ça fait là beaucoup de choses l'histoire, c'est non è vero, ben trovato. C'est une très jolie histoire, et bien racontée. Je ne le raconte pas très bien, mais voilà. Donc il y a 5 siècles de diplomatie de Colaçao, de diplomatie portugaise à travers les Colaçao à Tanger et au Maroc. Il y a un arrière-grand-père peintre, le premier orientaliste portugais, et cet oncle. Lui, il a fait le droit, il était écrivain surtout. Il était écrivain, oui. Voilà. Tout le monde était, tous les Colaços étaient censés être artistes. Enfin, tout le monde, ma grand-mère comptait 16 artistes. Maintenant, peut-être il en a plus. Je ne sais pas si je compte avec moi, ça fait encore plus. Et toi, tu fais la synthèse de tout ça. Bon, je ne sais pas. En fait, j'écris. Et je fais un peu la peinture comme les autres. Mais eux, ils écrivaient aussi. Il a un monsieur qui a écrit un livre sur les Colaços au Maroc. Et lui, il a dit une chose qui m'intéressait. Il dit, c'est curieux parce que tout le monde écrit bien ici, même s'il raconte une histoire simple. Il a Alexandre Rey Colasso, lui, il était musicien, il était maestro, comment est-ce qu'on dit, chef d'orchestre, et aussi pianiste. Il était aussi professeur du roi du Portugal, du prince royal. Et lui, il est né ici à Tanger, au Petit Socco. Enfin, tout le monde est né. Le Petit Socco, c'était la première maison. Et enfin, l'histoire est énorme encore, parce que lui, il raconte une histoire incroyable. Il dit, je ne sais pas d'où je viens, parce qu'en fait, tout le monde était très, très fier d'être portugais, en étant toutes les autres choses à côté. Parce que après, il raconte très bien, il écrit ça très bien. Alexandre Colasso, il écrit très bien.
cette histoire de la grande maison, où il avait une maison d'une famille élargie, donc il avait du monde dans la maison. Et la grande chose de celui-là, du baron de Colas-et-McNamara, lui, il a construit le phare du Cap Spartel. Et selon ce que disait ma grand-mère, encore une fois, mais tout ça c'est filtré par le Détroit, donc on ne sait pas où est la vérité, parce que le vent passe entre les deux histoires, mais ma grand-mère disait toujours cette histoire que lui, il était consul, comme tous ses ancêtres étaient consuls du Portugal et du Brésil. Parfois ils sont du Brésil, parfois ils ne sont pas du Brésil, mais lui, il était aussi du Brésil. Et il demandait au sultan ici de construire le phare. Et le sultan a dit non, il n'a pas accepté. Et après, il a eu un naufrage énorme d'un navire brésilien, où il a eu des morts partout, qui donnaient à la côte ici, c'est une horreur. Et là, il a insisté avec le sultan a dit d'accord, on construisait le phare. Et lui, il a invité toutes les autres représentations qui étaient à l'époque, c'était milieu de 1800, de construire avec lui, donc, et pas seulement de construire le phare, mais aussi de l'utiliser, de l'animer, oui, de faire fonctionner. Faire fonctionner. Alors, et après, ma grand-mère disait, mais c'est à partir de cette idée qui est venue cette idée de Tanger International, parce que tous les gens se sont mis d'accord, ils ont fait des choses, il y avait beaucoup de choses autour du phare de Cap Spartel. Et elle parlait du phare de Cap Spartel comme c'était la chose la plus importante. Et encore une fois, je suis arrivé au phare de Cap Spartel, je dis, c'est ça la grande chose. Mais c'est une beauté, c'est magnifique, mais moi, je n'avais pas pensé qu'il avait une telle importance. Le phare du Cap Spartel, en fait, est important dans la mesure où les différents sultans, à partir du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, Tanger a pour vocation de recevoir les représentations diplomatiques au Maroc afin d'éviter que les diplomates se baladent dans tout l'empire. Et petit à petit, ces diplomates prennent de plus en plus de pouvoir. Leur première prise de pouvoir, c'est en créant une agence sanitaire pour régler les souks et la propreté de la ville de Tanger, contre l'avis du sultan. Et ensuite, le phare du Cap Spartel, et en troisième lieu, la liaison télégraphique des Anglais. Et à partir de ce moment-là, le statut de Tanger international était rendu possible parce que le sultan avait laissé petit à petit de plus en plus de ses prérogatives sur la ville. Voilà. Oui, intéressant. Et aussi, les Anglais, une chose que j'ai jamais trop aimé parce que c'était lui, toujours le même, Colasso, il a libéré un esclave, Fatah. Et c'était une chose assez normale parce que vous avez plus d'esclavage au Portugal et tout, donc c'était assez normal. Quelqu'un l'avait offert un esclave, lui l'a libéré. Et les Anglais, justement, ils envoient une lettre à dire, à le remercier, à dire c'est une supériorité qu'on a toujours eu avec les Anglais vis-à-vis de nous parce que nous, on a le plus ancien traité, on dit. C'était avec les Anglais, et que ça nous a coûté toutes les choses dans Tanger, parce que Tanger, c'est venu dans le don de Catarina de Bragança, qui s'est mariée avec le roi d'Angleterre. Dans la dot, oui. Dans la dot. Et c'était Bombay et Tanger. Et après, ils sont restés ici, grâce à ça. Après, ils ont laissé, tout le monde sait le reste. Mais c'était pour se débarrasser de Tanger, qui était un poids compliqué à gérer. Oui. Et tout ça, c'est de grandes histoires, il y a beaucoup d'histoires. Et je ne suis pas un grand connaisseur de ça, je suis un amateur, j'aime, mais de loin. J'invente mon propre histoire parce que je ne sais pas. Et parfois, quand je venais ici à Tanger, les gens disaient mais vous êtes ici depuis des siècles. Et moi, je disais toujours, en tout cas, c'était pas moi. Moi, je n'étais pas là.
Et quand tu viens ici à Tanger, tu sens la présence de cette histoire familiale? C'est rare, mais parfois oui. C'était un peu bizarre d'arriver à la légation américaine, que c'était la maison de mon arrière-arrière-grand-mère. Et après, je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, mais Forbes, il avait des récréations des batailles. Une collection de soldats de plomb. Où il recréait des batailles, effectivement. Et là, dans cette bataille, la bataille des Trois Rois, qu'on appelle la bataille d'Alcácer Quibir en portugais, il a en fait les trois rois qui meurent, qui disparaissent. Et il a un qui est noyé dans le fleuve, le deuxième qui est empoisonné dans sa tente, et le troisième, c'est le roi Sébastien qui sort à dos d'âne, qui va très bien avec l'histoire, la légende des Colas. Pour moi, c'était très étrange. C'est d'où viennent les sources pour qu'il fasse le roi partir du champ de bataille. C'est un détail, mais oui, donc parfois je pense à ça, mais c'est rare. Donc vous avez été adoubé par Malcolm Forbes. Extraordinaire. Tu venais souvent pour visiter ta cousine Anna Gabrielle Bonnet. C'est peut-être l'occasion d'en parler un petit peu, de dire qui elle était. Oui, Anne Gabrielle, elle était une cousine. Elle n'était pas très proche. On avait justement le même arrière-arrière-grand-père, le baron de Colas-et-MacNamara. C'était le sien et le mien, et même c'est de la génération de mon père. Mais on est dans la même génération en ça. Et elle était très proche parce qu'elle a vécu chez ma grand-mère à Lisbonne. Et enfin, elle a une histoire assez forte, personnelle. Elle était très fière d'être portugaise aussi, encore une fois, en étant très peu portugaise, si on peut dire. Sa mère était Colasso et son père était un Portugais que sa mère a connu à Minza. Il était en voyage, il était médecin, donc il était en voyage de fin de cours. Et après, ils se sont mariés. Ils sont mariés à Lisbonne, dans mon quartier, c'est très drôle. Et ils sont restés 6 mois ensemble. Et Anne-Gabrielle est le produit de ces 6 mois. Donc je connais Anne-Gabrielle depuis toujours. C'était un bonheur de la voir à Lisbonne. Elle venait souvent visiter ma grand-mère où j'habitais. On habitait chez ma grand-mère aussi, là-bas. Donc elle était très proche. Alors je venais à Tanger. La première chose que j'ai fait, c'était venir la voir. Et après, dès que j'étais ici, elle est morte maintenant, mais dès que j'étais ici... Elle est morte récemment. Oui, et je venais tous les jours, tous les soirées, j'allais chez elle. C'était une espèce d'obligation, mais que je faisais avec beaucoup... j'aimais beaucoup parce qu'elle recevait très, très, très bien. Je crois que c'était une école, comme ma grand-mère était comme ça aussi. C'était poser des questions que les gens aimaient répondre. C'était ça que ma grand-mère disait que je devais faire au lieu de parler, raconter des histoires. C'était genre, ce qu'on doit faire, c'est poser des questions que les gens aiment, qui intéressent. Et alors Anne-Gabrielle faisait ça souvent. Elle racontait au milieu de ça des histoires courtes et très très bien. On était très curieux avec ça. Elle parlait beaucoup de ma grand-mère, elle parlait beaucoup de notre famille, ça l'intéressait. Et elle parlait portugais. Parfois, elle imitait les accents parce qu'elle avait une bonne oreille, elle était bien dans la musique, elle chantait le fado. Elle chantait admirablement. C'était très très bien, avec une très jolie voix à l'ancienne, une voix fine, un peu soprano, qu'elle chantait fado au piano, c'est une chose très ancienne. Donc Alexandre Recolas, que j'ai déjà parlé de lui aussi, il a composé 9 chansons fado pour piano. C'est une chose presque paradoxale, mais qui sont très intéressantes. Et Anne-Gabrielle suivait ça, elle jouait ça aussi au piano et aussi dans la guitare. Elle chantait le fado, elle avait des choses du Portugal. C'était une diplomate, je dirais, de Portugal qui n'était plus diplomate. C'était pas de carrière. Elle faisait ça parce qu'elle avait des habits portugais, que porte c'est une chose très, très... des jolies choses populaires portugaises qu'elle portait souvent. Et c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, Anne-Gabrielle. Mais peut-être plus encore, elle représentait admirablement un certain esprit de Tanger. Aussi. Oui, elle nous disait des choses très intéressantes. Nous, Sophie et moi, ma femme, nous sommes arrivés ici et
on était très impressionnés, je peux dire, par des choses qui se passaient à Tanger, par des choses qui se passaient chez les étrangers aussi, et chez les gens de Tangerois, des Marocains, parce que c'était des choses de mille et une nuits pour nous, c'était des choses qui nous impressionnaient. Et il avait toujours des princes et des princesses qui passaient tous des choses un peu comme dans les contes de fées. Et on racontait ça à Anne-Gabrielle. Et elle trouvait que c'était pas trop bien d'aller partout, parce qu'on était invités partout. Et on était très contents, très fiers et très heureux d'aller partout. Elle disait toujours, oh, mais c'est curieux parce que vous aimez des gens qu'on n'a jamais croisés. C'était comme ça. Donc elle triait beaucoup, je ne sais pas quels étaient les critères, mais c'était quand même assez sévère. Et parfois on disait, oui, on a connu la princesse allemande, je sais pas quoi, et Anne-Gabrielle un jour elle dit, bon, pour que vous sachiez, c'est les gens, peut-être les gens les plus, je ne sais pas comment elle a dit, plus importantes, c'est nous. Et regarde-nous. Elle n'était pas particulièrement bien habillée, était en cafetan à la maison d'une façon comme ça, assez à l'aise. Elle disait, regarde-nous, donc oublie cette importance des gens d'étrangers, c'est toujours, c'est pas une vérité, c'est juste qu'une idée, c'est une mirage, c'est ça. Merci pour cette traversée inédite dans l'histoire de la ville que l'on connaît assez peu. Dans un aspect beaucoup plus contemporain, à Lisbonne, tu as créé un lieu que tu animes avec Sofia, ton épouse, qui s'appelle le Grillo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je crois que c'est une très très belle expérience. Grillo, c'est une chose qu'on a fait il y a 7 ans. Et c'est toujours la même chose parce que c'était cette idée d'habiter. Parfois les gens m'appellent un clochard de luxe parce que en fait je squatte chez des endroits pas mal, rien n'est à moi, mais je suis très content avec ça. Et Grillo, ça fait partie de ça. C'est un endroit sublime, c'est grand, plus que 2000 mètres carrés de maison et 4 hectares de terrain. Et à Lisbonne, très très proche du centre de Lisbonne, donc c'est assez spécial. Et on a inventé un endroit, c'était loué. Les gens voulaient nous vendre et on dit non, mais je suis pas un acheteur, je loue et après je partirai avec la même rapidité que je suis arrivé. Et alors Grill, c'est ça, on a créé des choses là parce que c'était assez cher de louer, donc on était obligé d'inventer des choses pour payer le loyer chaque mois. Donc on a commencé à faire des résidences d'artistes, ça c'était pas pour l'argent, donc on voulait recevoir des artistes. Et aussi on a commencé à faire des dîners pour les amis au début, et c'était pas cher du tout, enfin ça marchait très très bien, c'était un grand succès. J'ai commencé par parler d'un livre, parler d'un écrivain, c'est mon oncle avec qui j'ai vécu tout le temps, c'est un écrivain pas très connu au Portugal, mais je crois que c'est très important, il s'appelle Nuno Bragança, c'est un cousin de mon père et c'était son meilleur ami d'enfance. Et alors la première chose que j'ai fait à Grillo, c'était faire une soirée sur Nuno Bragança. C'était une chose assez forte parce que lui, il était un écrivain spécial, un peu dur, très de son époque. Et maintenant, il devient à la mode, mais c'était 30 ans, 40 ans plus tard. C'était avec ça qu'on a commencé. Et après, vite fait, avant la fin du mois, on a compris qu'on devait faire un peu d'argent quand même pour payer le monsieur. Et voilà, on a commencé à faire des dîners, et ça a marché bien. C'était un peu dur parce que on a l'habitude de faire des choses d'une façon, dans un rythme un peu différent, donc on a un peu changé le rythme. On a aussi un peu changé comment est-ce qu'on dit, l'argent, parce que il avait beaucoup d'argent qui passait pour nous. J'ai pas l'habitude, j'aime pas ça. C'est des choses que j'essaie de vivre avec très peu d'argent et sans avoir besoin. Et là, on avait besoin. Donc c'était une machine qu'on a fait. C'était une espèce de diable, mais ça a très bien marché.
C'était... Et là, on s'est calmé un peu. 7 ans plus tard, on a laissé de grands espaces de ville. On a gardé seulement les états, les écuries, les jardins, et les 4 hectares et pas beaucoup d'autres choses. Où je fais mon atelier, j'invite pas beaucoup d'artistes maintenant. Maintenant, il y a un artiste sud-africain qui est là, mais d'habitude, il n'a pas du monde. Là, c'est plus calme. Mais aussi, vous êtes un espace de design, un espace d'art, d'exposition. Oui, on ne fait pas d'exposition. J'ai essayé de ne pas le faire parce que je voulais faire un espace de travail un peu intouchable. Donc, je préférais de ne pas mélanger avec les expos. Tout le monde voulait faire des expositions là-bas, bien sûr. Tout le monde cherchait d'exposer là parce que c'était l'endroit parfait pour faire des expositions. Mais moi, j'ai essayé de ne pas le faire. Plus récemment, j'ai fait parce que je donne des cours de peinture et j'ai des élèves. Alors, les élèves, j'ai exposé. Mais d'habitude, non, c'est pas des expositions. C'était un lieu de travail assez secret, quand même. Ou au moins, tu exposes, en tout cas, tu en donnes l'image de ton travail et du travail de Sophia. Oui, de notre travail, mais non, mais je n'ai jamais fait une exposition là. Enfin, je montre. Tu montres. Je montre, mais pas beaucoup. Et après, là, les gens qui ont fait aussi des vidéoclips, des musiciens, enfin, et aussi là, dans le. Comment est-ce qu'on dit, dans les films, beaucoup de tournages. Il a eu beaucoup de tournages de beaucoup de pays différents. Il a un qui vient et après tous les autres viennent derrière. C'est surtout c'est un inconnu qui vient après ça. Tout le monde vient. Donc, ils ont beaucoup filmé là et là, ça se voit. Nous œuvres, mais c'est par hasard. Et aussi, oui, même Cristiano Ronaldo, il a joué là-dedans. Donc, enfin, tout le monde est passé. Après, même aussi pour les dîners, ça a commencé à devenir connu à Lisbonne. Donc les gens ont commencé à venir, des étrangers, des Français beaucoup, qui venaient de loin exprès pour faire des dîners là. On avait un peu peur parce que c'était pas l'idée de... Enfin, le succès de dîner, c'était pas notre idée. Mais en fait, c'était un endroit assez spécial et ça marchait très, très bien. Et là, on s'est calmé. Donc maintenant, on a un peu de temps pour revenir à Tanger, par exemple. Donc, par hasard, vous avez créé le restaurant clandestin le plus à la mode de Lisbonne, oui, et le centre culturel alternatif le plus en vue de la capitale du Portugal. On peut dire ça peut-être, presque. Mais oui, c'était... Et parce que j'ai toujours cette idée de conserver, que ça soit... le conserver un peu secret. Et ça, peut-être, ça fait le contraire. Mais toujours, ça m'arrive. J'essaie de ne pas fermer. L'idée, c'est pas fermer les portes aux gens, mais c'est pas. C'est select un peu. Oui, secret. Moi, je dirais secret. Parce que c'est une chose que c'est pour nous, pour les amis des amis, pour les gens qu'on aime bien, pour les gens qu'on comprenne. Et en fait, pour les dîners, on a refusé beaucoup de dîners. Parfois, c'était pas très bien vu. Il y a eu même des gens politiciens et des gens qui voulaient faire des dîners là qu'on a dit non, c'était très compliqué. Et qu'on a expliqué doucement, dire c'était pas peut-être la chose, parce que c'est quand même un atelier d'artiste. Une fois, Madonna, la chanteuse, elle a été au Portugal et quelqu'un est venu, qui nous a demandé « Ah, je suis sûr que Madonna va aimer venir ici, faire un petit concert avec des amis. » Et moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'ai dit « Non, je suis sûr qu'elle va pas trop aimé parce qu'il y a des choses qui marchent pas, vous voyez. » Et les gens ont insisté. À la fin, je dis non, je veux pas être vexé. Donc, on a refusé des choses que c'est peut-être pas très gentil de refuser, mais c'était pour conserver cette chose un peu secrète, que c'est important quand même. Quand tu viens à Tanger, quelle inspiration la ville te procure-t-elle ? Bon, à Tanger, parfois à Lisbonne, les gens me demandent qu'est-ce que tu vas faire à Tanger. Moi, je dis qu'est-ce que tu fais à Tanger. Moi, je dis je fais la même chose qu'ici, mais à Tanger. Donc, j'essaie de pas trop changer. Enfin, j'essaie de ne pas penser que je viens pour prendre l'inspiration. En fait, je cherche toujours. Je sais pas si ça a à voir ou pas avec mon travail, mais je cherche toujours mon endroit. Enfin, donc à Tanger, je me sens chez moi. Donc peut-être plus qu'à Lisbonne, quelques fois. Donc
c'est ça que je viens chercher, c'est plutôt ça que l'inspiration, que cette chose de la ville blanche, la lumière spéciale, tout ça, ça vient parce que ça, par exemple, j'ai vécu avec un tableau, un grand tableau de mon arrière-grand-père, donc le fils de celui-là que j'ai parlé. Et lui, il était peintre aussi. Et lui, il a fait un cheval avec 15 ans. Il a fait un grand, énorme cheval. Et moi, j'ai adoré ce cheval qui était là chez ma grand-mère où j'habitais. Et après, j'arrive ici et je vois, enfin, la troisième fois que je suis venu, peut-être, et j'arrive ici, je vois exactement que c'était à Malabata et que la vue vaguissime qui était derrière, c'était peut-être la Casbah là au fond, et c'était la baie de Tanger, mais ça, on voyait à peine. Et ça, c'était impressionnant de voir, de revoir ces choses, parce que ce que j'ai fait comme travail, je réécris un peu ce que c'était déjà fait. Donc, je fais un peu des choses étranges, je dirais. Donc, je revisite les tableaux avec lesquels j'ai vécu avec plein de tableaux autour, donc ça fait peur, un enfant, ça fait peur, ça fait rêver, ça fait tout en même temps. Donc, ça fait aussi une chose que c'est créer une atmosphère particulière, un peu fausse, un peu ancienne, un peu, je ne sais pas comment dire. Et quand on cherche, après, en tant qu'artiste, on cherche des choses et on tombe toujours dans la chose la plus forte, et parfois la moins pas attendue. La plus inattendue. Merci, c'est ça. Autant dans les trompe-l'œil que tu fais, et tu es représentatif de cet art-là, je crois, à niveau international, que dans le design, la décoration, l'esprit des lieux que tu crées, on est totalement dans un esprit 18e, avec la légèreté, 18e colonial, on va dire. Oui, Est-ce que Tanger t'inspire dans ça? Oui, ces jardins, c'est... Oui, tout ça, mais tout ça, c'est des choses que j'ai pas du tout cherché, au contraire. J'ai évité un peu, en tant qu'artiste contemporain surtout, on essaie toujours d'éviter tous ces fantômes, mais ils sont plus forts, ils gagnent parfois, donc voilà, on n'a rien à faire. Donc ce que j'ai fait, par exemple, dans les peintures des murs que je fais, des trompe-l'œil et tout ça, et même dans les tableaux, je fais toujours sans le... Enfin, je me suis rendu compte plus tard, mais ce que j'ai fait, c'est je crée un personnage qui fait ma peinture. C'est jamais moi-même, donc c'est très bizarre. Donc c'est genre, parfois je suis quelqu'un de plus ancien, parfois quelqu'un de 1950. Ça m'arrive souvent de faire je dis toujours le peintre raté de 1950. C'est genre quelqu'un, espèce un décorateur il fait tellement bien les choses qu'il arrive à peindre un peu, mais pas très bien. Donc parfois j'incarne ce personnage et parfois d'autres. Et c'est là que je fais mon travail. Et j'ai fait même, dans certains endroits, j'assume ça. Donc par exemple au Bénin,
j'ai fait ça. À Bénin, j'ai fait un travail qui s'appelait la chambre de Adjavon. C'était dans une maison, c'était le musée d'art contemporain. Et là, j'ai inventé une grande histoire. C'était une fille qui faisait des dessins, qui avait appris avec un Italien, enfin une histoire énorme, qui finalement parlait d'esclavage, mais que sans jamais dire le mot, et que faisait l'histoire du XVIIe siècle d'un voyage que les Portugais ont fait par le Bénin, qui sont allés au Brésil. Donc du Bénin, de Ouida, où j'étais, au Brésil, à Bahia. Et donc j'ai réécrit tout ça, j'ai fait les dessins que cette fille aurait pu faire, jeune fille qui avait appris avec l'italien, qui en vrai il a existé. Et j'ai recréé une chambre entière. Je fais des installations avec tout ça. Je raconte une histoire, parfois audio, que les gens écoutent ou n'écoutent pas, dépendant du temps que tu as, parce que je raconte des histoires énormes. Alors c'est pas prévu d'être écouté en entier. Donc je raconte une histoire fausse, basée dans la vérité ou dans des bribes historiques. Parlons de Tanger, je cherche aussi ces morceaux d'histoire, ces morceaux de, si on peut dire, vérité, pour réinventer, pour reparler des choses parfois très disparates ou très différentes même. Comme j'ai fait à la Biennale de Marrakech, c'était une chambre d'un écrivain étranger, ça s'appelait la chambre de l'écrivain étranger, et que j'avais fait ici à Tanger, en pension Palace, dans une chambre de pension. Et après, ça a encore parlé des gens qui traversaient le détroit en direction de l'Europe, mais c'était vu par un écrivain étranger, c'est inventé, un vieux écrivain étranger, peut-être anglais ou anglo-saxon. Et j'avais une étagère, comment est-ce qu'on dit, une secrétaire, un bureau. Et j'ai demandé à gens dans la rue s'ils me donnaient des choses qu'ils voulaient mettre là. Quelques-uns ont écrit des lettres, d'autres ont donné des photos. Et j'ai recréé encore une chose fausse. Il me semble justement, et là tu le dis merveilleusement bien, que dans ton travail, il y a quelque chose de très baroque et de très tangérois, de l'auteur qui se met en représentation et en abîme de son propre travail, et ça dans le but de raconter mille et une choses qui toutes convergent vers un point qui est souvent non dit. Et ça, c'est très tangérois. Quelque part, quand tu viens à Tanger, tu trouves la scène de la structure de ton travail d'installationniste et de plasticien. Oui, c'est fort possible. Et je cherche toujours d'amener toutes ces histoires formidables dans un temps présent. Ça, c'est très important pour moi. Donc, au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, parce que je suis vu parfois comme un peintre. Ce que m'intéresse, j'aime ça. Ah, il est un peintre, il peint très bien, mais je m'en fous, c'est pas bien ou pas. Ça m'intéresse plutôt l'histoire, justement ce que tu disais. Et aussi, oui, raconter une histoire très présente. Je ne veux pas dire contemporaine, parce que ça a une connotation, mais c'est actuel, une chose de nos jours, une chose qui nous touche directement, et que c'est une chose pas du passé, pas du futur, une chose de présente. Et ça, Tanger, il a un rôle très fort, parce que ce qui m'intéresse à Tanger, je parle beaucoup du passé, mais ça m'intéresse, c'est le présent. Le présent, c'est très important. Merci Tomás Colasao. Nous sommes dans la maison Ben Saddek, l'ancienne légation d'Espagne, au bas de la Casbah de Tanger, dans un très ravissant cabinet de travail. Il y a un grand patio fermé à côté, un oiseau qui vole de tableau en tableau. La vie continue. Merci de nous avoir reçus ici et merci de nous avoir partagé ton univers. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Détroit, le podcast culturel de Tanger, consacré au peintre, plasticien, installationniste, performeur lisboète Tomás Colasao. Entretien bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé, en juillet 2022. La musique du générique est un solo de luth d'Omar Mtiwi, extrait de son album Andalousie.
et nous nous sommes permis d'emprunter des extraits de Raitaj Balia et de Sono dos Outros Reflexos de Bernardo Sassetti pour honorablement illustrer cet enregistrement. Merci à Laure Welfling et à India Salviguide pour leur soutien.